Vous écoutez l'épisode 2 du podcast Nologue. Je m'appelle Véronique Loquet. Dans cet épisode, nous allons parler de bug bounty. Cette expression un peu triviale ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, c'est une pratique devenue incontournable dans la cybersécurité. Pour en parler, j'ai invité Yassir Khazar. Yassir est un ami, vous l'entendrez. C'est un passionné de technologie. Il a fait ses premiers pas de hacker à 11 ans dans le salon de ses parents. Et il dirige aujourd'hui Yogosha, une start-up qui aide les entreprises à mieux se protéger des attaques cyber. Son métier, c'est de rémunérer des hackers éthiques lorsqu'ils trouvent des failles avant qu'elles soient exploitées par des pirates. Et je voulais vous dire, la pièce où nous avons enregistré cet épisode n'offre pas une qualité sonore idéale. Erreur de débutant. Promis, j'en tiendrai compte pour la suite. Bonjour Yassir. Bonjour. D'où est-ce que ça vient ce nom Bug Bounty ? Alors, d'où vient le nom Bug Bounty ? Alors, à la base, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Netscape. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Netscape, c'est le dinosaure des navigateurs, ce qui permettait de se balader sur le web. Et cette entreprise, il y avait régulièrement une communauté d'ingénieurs, de hackers qui leur remontaient des failles. Et l'équipe dirigeante de cette entreprise s'est dit, ce serait quand même bien qu'on remercie ces gens-là qui, de manière bénévole, nous trouvaient des failles, d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont imaginé ce concept du bug bounty. Donc, c'est des termes en anglais, en deux parties. Bug pour parler d'un dysfonctionnement, voire d'une faille, et bounty qui renvoie en anglais à la prime. Et non pas la friandise, on parle plutôt de la prime, un peu comme dans le monde du Far West, quand vous avez quelqu'un qui sa tête et on met un prix sur sa tête, et on va parler de bounty. C'est un peu l'idée, c'est cette prime à la faille. Et c'est comme ça que ce concept est né, et puis il s'est développé à travers les années, jusqu'à donner lieu à des plateformes comme la nôtre, qui créent carrément un marché professionnel dans lequel des hackers peuvent se faire rémunérer avec de l'argent pour les failles qu'ils vont trouver chez les clients. Comment tu recrutes des hackers ? On ne les recrute pas au sens pur du terme. On est plutôt on les invite à rejoindre notre communauté. Après, c'est vrai que nous, le modèle qu'on a fait, il y a une sélection à l'entrée. Et cette sélection, elle était motivée par plusieurs choses. Tout d'abord parce qu'on sait que les hackers, ils adorent le challenge. Donc, forcément, quand on leur dit que pour rentrer quelque part, il y a une sorte de difficulté, ça augmente leur envie de rentrer, en tout cas de tester cette difficulté-là. Donc, on a mis en fait, nous, des tests techniques en ligne pour dire est-ce qu'ils arrivent quand même à trouver des failles ou pas. Il y avait ce premier enjeu. Le deuxième, c'était pour nous une volonté de ne pas se retrouver dans des plateformes on va dire massives, où il y a 300 000 personnes qui vont chercher des failles, parce que moi j'avais peur, en tout cas j'avais pas envie de construire un modèle qui était où les gens couraient derrière la vitesse à tout prix, ou en tout cas qu'il y avait peut-être des mécanismes où on bradait les prix des failles, parce que quand vous avez beaucoup d'individus, il y a cette tentation. Il y avait aussi une troisième volonté qui est d'envoyer un message assez clair pour dire à des étudiants qui voudraient par exemple venir, ok pourquoi pas, mais il y a peut-être une porte d'entrée qui est un peu dure, mais aussi leur dire il ne faut pas croire que vous allez vivre du bug bounty. Même s'il y a cette tentation-là, quelque part n'abandonnez pas vos études, continuez d'étudier, il y a un certain minimum qu'il faut acquérir. Si jamais vous trouvez réellement des failles, on pourra toujours vous aider pour communiquer. Mais ça reste quand même des sujets, j'ai envie de dire, un peu sérieux, un peu costauds. Voilà, donc on se donnait un peu une mission pour se dire, il y a un plafond en verre qu'il faut être capable de franchir ou d'accepter de franchir ou d'accepter d'affronter avant de rentrer sur Yogosha. Après, le reste, c'est aussi une relation de confiance. Il faut connaître les hackers, il faut être présent dans leurs événements. Donc le premier noyau, c'est un noyau de hackers qu'on connaissait, avec qui on réfléchissait pour faire grandir en fait la petite communauté de Yogosha. Est-ce que ça peut être par exemple un premier pas dans l'entreprise finalement ? Je pense d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs parcours. Je pense qu'il y a des gens qui sont assez expérimentés
et qu'ils essayent d'industrialiser de plus en plus ce travail-là et d'en faire un vrai gagne-pain, et d'en faire au moins un complément conséquent, si ce n'est une activité assez conséquente. Donc voilà, c'est aussi une manière d'encourager des gens qui sont brillants pour ne pas céder à la tentation d'aller sur des marchés alternatifs noirs ou autres, parce que cette tentation existe, hein, on est tous des êtres humains, et on se retrouve toujours à un moment ou à un autre dans des zones grises. Donc c'est aussi un appel pour se dire, si tu as des compétences, il y a des plateformes maintenant qui savent te mettre en relation avec des gens pour que ton travail soit reconnu. Et aujourd'hui, ce système est vertueux. Une partie des failles peut être repérée par des programmes informatiques, mais dans certains cas, la seule manière de les trouver est de demander à un être humain de les chercher. Cette pratique est devenue vitale pour les entreprises. Justement, comment tu t'assures qu'un hacker qui va trouver un bug dans un programme d'entreprise que tu proposes, comment tu t'assures que ce hacker-là, il ne va pas garder la faille pour lui et la revendre peut-être au plus offrant sur le black market? Alors, tout d'abord, on ne donne pas accès à quelque chose de secret. D'accord ? Donc, si tu veux, ce que les hackers testent avec nous, ils peuvent le tester sans nous. Et donc, quelqu'un qui aurait une mentalité de cybercriminel n'aurait in fine aucun intérêt pour venir sur Yogosha, parce qu'il va nous donner son identité, il va nous donner son compte bancaire, il va nous donner tout un tas de mécanismes qui pourraient nous permettre de le poursuivre en justice si jamais il s'avère qu'il a fait des actions malveillantes. La deuxième réponse, c'est justement en responsabilisant les parties avec cette question de transparence, on minimise quand même le risque. La troisième réponse, et qui est la plus terre-à-terre, mais en même temps la plus efficace, sur ce type d'exercice, dans le bug bounty encore une fois, il y a une règle qui est le premier qui trouve une faille est celui qui est rémunéré par la faille. Et il y a toujours, systématiquement, un phénomène de doublon. C'est-à-dire, quand un hacker trouve une faille, il y a un minimum un deuxième qui va trouver une deuxième faille. Donc, dans l'hypothèse où le premier qui trouve la faille se dit « Non, mais moi, je la garde pour moi », il y aura toujours un deuxième, un troisième, un quatrième qui vont trouver la même faille et qui vont préférer toucher la mise plutôt que d'essayer revendre la faille. Et donc, du coup, j'ai envie plutôt de dire, en fin de compte, si je me fais l'avocat du diable, une entreprise qui recrute un seul ingénieur, elle a beaucoup plus de risques, parce que si vraiment elle s'est trompée, elle n'a aucune autre alternative pour se dire, est-ce qu'il a récupéré quelque chose que je n'ai pas vu, quoi. Comment on fixe le montant des primes et quelle est la valeur d'un bug, en fait? Comment on calcule la valeur d'un bug? Alors, comment on va fixer le prix d'une faille, d'une vulnérabilité, d'une faiblesse, d'un bug dans un système? Il y a une partie objective, il y a une partie subjective. La partie objective, c'est que le prix, normalement, devrait être lié à la criticité d'une faille. Donc, quelle que soit la faille, plus elle est critique, plus le prix devrait augmenter. Qu'est-ce qui fait qu'une faille est critique? Je pense que ce qui fait que la criticité d'une faille, c'est la facilité de sa reproduction, de son exécution. Plus c'est facile de la faire, plus le danger est grand, parce que ça veut dire que n'importe qui peut l'exploiter rapidement à l'extérieur. C'est-à-dire, moins il y a de prouesses technologiques, plus ça peut représenter un danger. La deuxième, c'est l'étendue de la masse de données que ça permet de récupérer. Si c'est une faille qui permet de récupérer les données d'un utilisateur, c'est pas la même chose que si c'est une faille qui permet de récupérer toutes les données de ton utilisateur, de tes utilisateurs, de tes clients par exemple. Alors je donne un exemple très simple. Une faille qui serait extrêmement critique, c'est une faille dans laquelle on arrive sur un site, on va sur une page que les développeurs ont oublié de cacher et on trouve la liste de toutes les cartes bleues de tous les clients. Je veux dire là, il n'y a même pas de technologie, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu. N'importe qui va sur cette page-là trouvera ça. Donc ça, c'est dramatique pour l'entreprise. Parce que quand il y a une prouesse technique, on peut au moins se dire, à minima, il faut que la personne ait la connaissance technique pour faire 2, 4, 5, 6 actions
pour pouvoir accéder à ça. Alors que là, dans le premier scénario, c'est un oubli peut-être. Donc ça peut paraître banal, mais par contre, de l'autre côté, les conséquences, c'est que n'importe qui arrive sur les pages récupère la liste de toutes les cartes bleues. Ça, c'est une faille extrêmement critique, il faut la corriger super vite, il faut communiquer dessus, et l'impact, c'est que potentiellement, les clients, s'ils la prennent, ils peuvent se dire, je ne vais plus jamais acheter sur ce site web parce qu'il me met en danger. Bon, voilà, ça, c'est un exemple, je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais c'est un exemple de faille critique. Et il y a des standards de marché qui permettent de calculer ou de donner une sorte de note, de moyenne, de score à la criticité d'une faille et qui permet de dire, bon, bah, a priori, théoriquement, cette faille-là, elle est critique. Cette faille-là, donc j'ai essayé de donner quelques illustrations, mais justement, ces standards de marché, avec un certain nombre de paramètres, permettent de donner une moyenne. Il y a une partie subjective qui est liée à la perception de l'entreprise elle-même, mais qui est aussi liée à la volonté de l'entreprise de motiver les hackers pour travailler avec elle. Vous imaginez si, par exemple, une entreprise renommée demain annonce que une personne qui trouve une faille critique, elle va être rémunérée 40 000 € la faille. Bon, bah là, les hackers, ils peuvent passer des jours et des jours à chercher la faille parce qu'il suffit qu'ils en trouvent une pour toucher 40 000 €. Donc, il y a aussi un côté subjectif qu'il ne faut pas oublier, qui est aussi lié à la volonté de l'entreprise de se dire « Moi, je suis prêt vraiment à vous rémunérer, mais passez du temps sur mon programme parce que j'ai besoin que vous cherchiez des failles. » Voilà. La réalité est une combinaison un peu subtile des deux, quoi. Quel est le montant le plus faible d'une prime et celui le plus fort pour un bug extrêmement critique? Alors aujourd'hui, le montant le plus faible qui est payé, le plancher, c'est 50 €. On ne descend pas en dessous de 50 €. Sauf quand on est sur des programmes pro bono. On pourra peut-être en parler par la suite. Il y a des programmes avec des associations autres où là, il n'y a pas de prix. Mais quand c'est du professionnel, enfin quand c'est pas du professionnel, mais quand c'est avec des entreprises privées, on est à 50 €. Et la prime la plus critique qui a été payée, c'est 15 000 € aujourd'hui. On sait par quelle entreprise ou on ne le dit pas? Ça, pour le coup, on ne peut pas le dire. Mais je sais que dans ceux qu'on peut dire qui ont payé des primes assez conséquentes, il y a Cdiscount qui avait payé des failles, qui avait même l'annoncé à 10 000 €, 10 000 € les failles, quoi. Alors, on l'a vu un petit peu, qu'est-ce qui motive le hacker à s'inscrire sur un programme de bug bounty? Donc, tu as parlé de la rémunération, c'est une des motivations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'attrait du projet et de la société ou de l'organisation qui est derrière? Globalement, si on caractérise, alors on peut avoir plusieurs paramètres, mais il y a 4 moteurs qui sont les moteurs qui vont motiver un hacker à chercher sur un programme ou même dans l'absolu. Il va y avoir le challenge, la notion de concours, la notion de concurrence entre guillemets. Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs, c'est des communautés très méritocratiques. Et donc le fait de se dire il y a peut-être d'autres gars qui vont chercher et je serai peut-être le premier à trouver, ça fait partie intégrante de cette composante. En tout cas, le goût de chercher des solutions et voilà, de se les partager entre eux et de se dire il y a plusieurs personnes qui cherchent. Ça fait partie de la culture hacker. Ouais, exactement. Voilà. Et ça fait partie, dès le début, en fait, les idéaux même des hackers qui ont créé, qui ont forgé, en fait, les pères fondateurs, entre guillemets, dans le MIT, qui ont forgé cet idéal, ils ont injecté cette notion-là. Et on pourra y revenir parce qu'il n'y a pas que celle-là. Le MIT dont parle Yassir, c'est le Massachusetts Institute of Technology. C'est dans cette université à Boston, aux États-Unis, qu'apparaissent les premiers ordinateurs dans les années 50. Rapidement, ils deviennent le terrain de jeu des étudiants. C'est le début de la culture du hacking. Ce terme hacking apparaît en 1959 dans un glossaire publié par les étudiants de l'université, le Jargon File. Ce sont eux les pères fondateurs du MIT auquel Yassir fait référence. Ce goût du challenge, de la recherche, fait partie de l'idéal du hacking. Mais ce n'est bien sûr pas la seule raison qui motive les hackers à faire du bug bounty. Le deuxième moteur, ça va être la rémunération. Le troisième moteur, ça va être la reconnaissance. Donc on reconnaît que tel hacker a aidé telle entreprise et on le remercie. Ça fait partie de cette méritocratie. Le quatrième moteur, ça va être l'idéal. Travailler pour un idéal de société. Et là encore, pareil, nous on l'a vu, très souvent c'est des gens qui peuvent donner de leur temps pour aider gracieusement
des hôpitaux, des ONG, voilà, parce que aussi ils croient fondamentalement que la technologie peut être utilisée pour aider les sociétés. Là, ça a été le cas, par exemple, on était dans une crise sanitaire, on y est toujours d'ailleurs. Est-ce que cette crise sanitaire, on a vu qu'il y avait des attaques contre les hôpitaux, est-ce que ça a réveillé des projets chez vous, des initiatives ? C'est sûr que durant la crise du Covid, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait aider durant cette phase-là. Donc à chaque fois, on leur soumet de manière assez transparente. On a d'ailleurs une opération qu'on appelle à chaque fois Hack for Values, qui est d'ailleurs une sorte d'opération, c'est un consortium, on n'est pas les seuls dedans. Il y a d'autres ONG qui nous aident dedans pour structurer cette opération-là. Et en fait, durant cette opération, on a soumis à nos hackers en leur disant, bon les gars, là on sait que les hôpitaux, c'est le nerf de la guerre, c'est un peu ce qui est en train de sauver nos sociétés, nos citoyens aujourd'hui. Donc est-ce que vous seriez prêts à donner un coup de pouce pour aider ces hôpitaux à se sécuriser un peu plus, parce qu'on sait qu'ils se faisaient attaquer durant cette crise. Et il y a une trentaine de hackers qui ont répondu présent et qui ont en fait, durant quelques semaines, ont aidé ces hôpitaux pro bono, de manière totalement gracieuse, pour leur trouver des failles, pour les aider à identifier des faiblesses dans certains systèmes qui pourraient corriger, et que d'ailleurs les hôpitaux se sont efforcés de corriger. Donc c'est pas une opération qui a duré non plus un an, mais quand même pendant plusieurs semaines, ils ont travaillé, ils ont remonté des failles, et les hôpitaux en question étaient très très contents du travail qui a été fait. Tu as donc sur ta plateforme des hackers qui viennent du monde entier ? Oui. Ou à peu près, tu vas nous dire quels sont les territoires les plus dynamiques selon toi, et aussi est-ce qu'il y a des foyers de hackers de qualité ? Est-ce que par exemple on hack de la même façon si on est en Afghanistan, si on est en Inde ou si on est en Scandinavie ? On a deux grandes zones en fait qui vont se dégager. On a une grande zone européenne et on a une grande zone en Asie, mais principalement l'Inde. Dans l'Asie, je pense que le plus grand vivier de hackers potentiels, il se trouve en Inde aujourd'hui. Déjà par le fait que statistiquement, ils sont nombreux à côté des Chinois. Donc statistiquement, on trouve quand même des gars qui sont très brillants parmi eux. Deuxièmement, parce que ça reste quand même une des nations dans lesquelles les ingénieurs, c'est une nation d'outsourcing. Donc du coup, il y a une relation où il n'y a pas de méfiance comme celle qu'on pourrait avoir par exemple à l'égard de la Chine, voire même en Chine, il y a quand même tous ceux qui... Il y a des hackers chinois qui existent aussi, qui participent. On en a quelques-uns sur notre plateforme, mais ça reste quand même très minimaliste, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont plutôt travailler avec le gouvernement, ou on peut avoir certains pays qui vont avoir une sorte de laxisme par rapport à une typologie de cybercriminels, où quelque part, tant que ces cybercriminels ne tapent pas sur les capitaux nationaux, on va les laisser faire. Donc ça, c'est un peu les grandes zones géographiques qu'on va regarder, avec un peu aussi en Afrique du Nord. Ensuite, les techniques, elles vont forcément être différentes, mais elles sont aussi différentes entre les individus. Ce qu'on voit, c'est que chacun développe ses propres tactiques, chacun développe ses propres petits outils à lui qu'il s'est préparé. Par exemple, vous voyez sur un site, quand vous faites un certain nombre de tentatives, soit pour vous connecter, soit pour vous envoyer un adresse mail, il y a des mécanismes qui vont empêcher de faire des actions en boucle, pour ne pas faire des choses à plusieurs reprises. Donc certains gars sont des spécialistes de ça. Ils détectent en fait partout où il n'y a pas ce qu'on appelle des limitations de rate. Donc en fait, c'est difficile de dire globalement on va avoir des mécanismes qui reviennent. On va plutôt, moi je me rends compte que de plus en plus, chaque hacker se fait son propre arsenal et sa propre spécialité. Des hackers sont un peu plus complets que d'autres, et puis d'autres, au contraire, se spécialisent. Et ça se comprend aussi parce que derrière, il y a une pression économique, entre guillemets, dans le sens où si tu veux toucher ta mise, il faut que tu sois très très bon sur un sujet. Et ce très très bon te permet d'être le plus rapide. Parce qu'il y a une vraie question sur si tu n'es pas le plus rapide à remonter la faille, tu ne seras pas celui qui touchera la mise. Et donc ça induit aussi des tactiques
dans lesquels les gars se disent, en fait, j'ai développé un arsenal qui me permet d'être le meilleur sur cette typologie de faille, quoi. Par exemple, sur le territoire français, est-ce que tu as vu des foyers Est-ce que tu as vu des foyers qui se distinguent des autres, en tout cas par rapport à Yogosha? Si on fait un zoom sur la France en particulier, c'est vrai qu'on a vu des villages de quelques irréductibles hackers qui sont hyper actifs. Alors ça va être Rennes, ça va être Brest, ça va être un peu Lannion, la Bretagne, quoi. Et il doit y avoir des explications sur pourquoi dans cette zone-là, il y a ce type d'activité, il y a ce type d'appétence sur l'informatique, quoi. Passons aux utilisateurs de Bug Bounty. Est-ce qu'il y a une typologie de clients? Quels sont tes clients, toi, aujourd'hui? On va avoir tout ce qui va être le CAC 40, les très grandes entreprises, les banques, les assurances, les industriels. Ensuite, on va avoir tous les sites de commerce en ligne, de e-commerce, de retail. Et après, on va avoir toutes les entreprises qui développent des logiciels en ligne, ce qu'on appelle le B2B. C'est-à-dire que ce sont des logiciels qui ont vocation à être revendus à des entreprises. Donc c'est principalement ça. Donc c'est souvent des entreprises qui ont un peu des budgets, qui ont des moyens, qui ont aussi une culture de la cybersécurité et une organisation en interne où il y a des personnes qui peuvent porter des projets autour de la cybersécurité et de la structurer. Le Bug Bounty, finalement, c'est assez nouveau. Est-ce que tu as des freins encore de la part des entreprises? Il y a des freins, j'ai envie de te dire, positifs et il y a des freins négatifs. Il y a des freins, en tout cas, il y a des freins qu'on comprend, il y a des freins où, voilà, c'est un petit peu problématique. Il y a par exemple des freins qui sont intimement liés à l'image du hacker. Malheureusement, il y a encore quelques entreprises qui considèrent que le hacker, c'est un pirate, c'est un cybercriminel, et donc ils comprennent pas la logique. Ils comprennent pas que les hackers sont des individus par défaut, qui sont passionnés, qui sont là pour aider, etc. En tout cas, qu'il y a un idéal. Donc ça, c'est problématique. Après, dans l'autre sens, les freins, ça reste des fois des réflexions autour du juridique. Parce que les questions qu'on se posait tout à l'heure sur comment on peut avoir confiance, comment on peut la construire, quelles sont les responsabilités de chacun, comment on peut construire un budget autour du Bug Bounty, comment on peut cadrer l'approche, quelles sont les ressources que moi, en interne entreprise, je dois mettre en place pour justement interagir avec ces hackers proprement. Parce qu'il y a aussi une notion de rapidité. On parle de failles de sécurité. Donc normalement, quand une faille est remontée, il faut que l'entreprise puisse très vite répondre à ça. Il y a aussi un enjeu de budget. Je veux dire, la démarche du Bug Bounty, c'est pas une démarche pour brader les prix. Il faut pas voir dans le Bug Bounty une manière de brader un peu les prix. Ça veut dire quand même qu'il faut que l'entreprise en interne soit capable de dégager des budgets assez conséquents pour faire des tests sur toute la durée, sur toute l'année, de manière régulière. Pour maintenant, les PME, ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent à minima faire ce qu'on appelle des tests d'intrusion, qui va au moins pendant, par exemple, 5 jours ou 10 jours, essayer de faire un audit de cette entreprise-là et de leur donner un premier rapport qui les aide à eux réfléchir sur comment structurer la cybersécurité à leur niveau. Une des grandes difficultés pour les PME, quand on parle de cybersécurité, c'est qu'il n'y a pas que les failles, hein, soyons réalistes, il n'y a pas que notre sujet. Hein, ils ont plein de sujets sur lesquels ils se posent des questions, les sauvegardes, les mots de passe, l'antivirus, le réseau, le machin. Et le plus grand problème, c'est que généralement, ils n'ont pas la maturité qui leur permet de dire par où on commence. Très souvent, une des questions qui revient très souvent dans la tête des dirigeants, c'est qu'ils te disent je dois juste savoir par où je commence. Je commence par l'infrastructure, je commence par ça. Et donc c'est important déjà qu'ils fassent ce travail de valorisation de leur capital informationnel. Qu'est-ce qui a de la valeur pour eux? Qu'est-ce qui n'a pas de la valeur? Qu'est-ce qui serait critique? Qu'est-ce qui serait que la boîte fermerait, par exemple, si jamais ça fuite dans la nature? Et donc ils ont déjà souvent besoin de ça. Il faut commencer par ça chez eux, avant d'attaquer le niveau un peu offensif.
pour en tirer le meilleur. C'est-à-dire qu'on peut très bien nous faire de l'offensif avec eux très tôt, mais s'il n'y a pas cette réflexion-là, ça va certainement finir sur un coin de table et l'entreprise, ça ne sera pas un investissement, ça sera un coût. Et bon, je trouve que c'est un peu dommage, déjà pour des entreprises qui ont des budgets qui sont hyper ric-rac, et où ils doivent se dire, encore plus que les entreprises, si j'investis quelques milliers d'euros, peut-être dans maximum dizaines de milliers d'euros, comment je peux m'assurer que ça m'aide vraiment pour valoriser la cybersécurité dans mon activité. Mais on voit bien que c'est en train de s'améliorer dans la durée, quoi. Alors du coup, vous évitez de travailler avec les administrations parce que les administrations, c'est à 90 en fin de siècle. Eh ben, écoute, on y travaille. On travaille avec les administrations, on travaille avec un secteur public, parce qu'il y a un vrai enjeu en termes de cyber. Maintenant, ce que nous, on essaye de faire, c'est vraiment de faire un travail de vulgarisation, de transparence aussi. Donc, on est vraiment en train de réfléchir sur comment faire ça vis-à-vis de la communauté pour leur expliquer que, là encore, dans le cas des administrations, c'est très difficile pour eux de bloquer des budgets en avance de phase. Et donc, on réfléchit sur comment, des fois, expliquer aux hackers qu'ils vont être sur un programme où on leur donne la certitude qu'ils vont être payés, mais ça ne sera pas immédiat. Il y aura forcément un temps de latence et on essaie de travailler pour réduire au maximum la durée parce que justement, encore une fois, les administrations sont en train elles-mêmes de comprendre qu'il y a un vrai sujet autour du bug bounty. On a plusieurs exemples d'administrations qui ont franchi le pas avec nous et qu'on essaye maintenant d'aider pour accélérer les process en interne. Mais franchement, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Je pense que c'est un travail de notre côté, nous, l'industrie du bug bounty entre guillemets. Je pense que l'ANSSI a un rôle à jouer dans ça. Un certain nombre de ministères ont un rôle à jouer autour de ça, autour de ce sujet-là, pour justement expliquer que le bug bounty aujourd'hui, c'est pas juste un truc fun, c'est pas juste un truc optionnel, c'est une nécessité. Et ça vient vraiment renforcer les stratégies de cybersécurité, de défense de nos organisations, qu'elles soient étatiques, privées, voire même ONG. Donc, du coup, il faut aussi aider les entreprises pour dégager des budgets assez conséquents pour ce type d'activité, quoi. Et pour switcher sur une note positive, est-ce que si par exemple un jeune hacker, un jeune bidouilleur nous écoute et se dit tiens, peut-être il a 9 ans, peut-être il a 7 ans, peut-être il en a 12, et il se dit mais moi j'aimerais bien devenir hacker. Quel conseil tu lui donnerais ? Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, aie confiance en toi. 2, il faut s'éclater, il faut s'amuser. Je pense que c'est essentiel quand on est jeune de faire des choses qui nous amusent. Donc je pense qu'il faut qu'il soit capable de s'amuser. Donc pour s'amuser, on peut s'amuser tout seul. S'amuser tout seul pour devenir hacker, ça suppose que le cadre familial dans lequel on vit peut donner accès à ça. C'est une réalité. Quand on n'est pas dans ce genre de milieu, ça peut se faire par extension par des amis, mais par des associations aussi. Il y a des associations qui existent qui permettent d'accéder à ce genre de choses. Alors les associations, bien entendu, il y a les historiques, Hackers Voice, qu'on peut aller voir, Passage en scène, qu'on peut aller voir, Hacking Paris, qui est un peu plus professionnel, mais on a plein d'associations, donc ça serait bien de chercher des associations qui existent, qui font ce genre de choses, qui travaillent autour du hacking. Parce que des fois, on apprend tout seul, mais on apprend aussi dans l'échange. Donc, se rapprocher pour ne pas être seul, pour ne pas être isolé, et pour aussi, à un moment, et c'est mon 3e point, se dire, il ne faut pas chercher de raccourcis dans la vie. Je pense. On ne peut pas devenir hacker du jour au lendemain. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas un cours qu'on va suivre et qui va nous permettre de devenir hacker. Je pense que c'est important de se rapprocher des communautés. Et l'intérêt de la communauté, c'est que des fois, quand on cherche à apprendre, on arrive à des plafonds en verre. Il y a des choses qui sont difficiles. Et ce qui nous permet d'avancer, c'est quand on a des gens qui te disent « Ah oui, ça, oui, regarde, moi je suis tombé dans le même problème et voilà comment j'ai fait. Et donc du coup, voilà comment je vais te montrer et regarde, et tu vas pouvoir avancer. » Et ça permet tout d'un coup, tu vois, d'avancer. Parce que beaucoup de gens ont la fibre, mais des fois, ils ont atteint des plafonds en verre qu'ils n'ont pas pu dépasser et il n'y a eu personne pour les aider, pour franchir ce cap-là. Et donc, du coup, on abandonne au bout d'un moment, sauf si on est vraiment extrêmement brillant et qu'on a une graine qui n'est pas comme les autres. Et ce qui est important,
à toutes ces personnes-là, c'est de se dire, quand elles-mêmes, elles vont avoir, je ne sais pas, une notoriété, une carrière, ou qu'elles n'oublient pas qu'elles doivent se mettre elles aussi à disposition à d'autres personnes. Et tu vois, c'est un peu, je me rappelle plus qui m'avait dit, et je dis à chaque fois, dans tous les mots comme apprendre, entreprendre, comprendre, tu vois, il y a le mot prendre et il y a le mot rendre. Tu prends à un moment, il faut que tu rends aussi à ton tour. Donc je pense que si quelqu'un, c'est ça ce qu'il faut se dire, prends, apprends, maximum, cherche à rentrer avec des gens, apprends de ces gens-là. C'est normal, c'est légitime de demander. Et on t'en voudra jamais. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à partager avec toi. Mais au bout d'un moment, quand tu sens que toi aussi tu t'es constitué un capital, n'oublie pas de rendre à ton tour et de te mettre à disposition pour aider d'autres jeunes, parce que c'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Vous venez d'entendre les conseils de Yassir aux jeunes hackers en devenir. Pour faire évoluer vos compétences naissantes, si vous êtes isolé et en fonction de vos intérêts, vous trouverez toujours des passionnés pour échanger et vous guider. Je vous conseille par exemple de fréquenter des hackerspaces ou des makerspaces. Ce sont des lieux indépendants, souvent associatifs, inscrits dans un esprit d'expérimentation et de partage. Je pense à l'Electrolab à Nanterre par exemple, l'un des plus grands hackerspaces d'Europe. Il y a des labs beaucoup plus confidentiels, à Paris, mais aussi dans toute la France. Vous venez d'écouter une interview de Yassir Kazar sur le Bug Bounty dans ce 2e épisode du podcast Nologue. Je m'appelle Véronique Loquet, je suis productrice de ce podcast, Laurent Guillet a composé la musique et Eric Grivet a réalisé l'illustration. Suivez Nologue sur Twitter, @nologuepodcast tout attaché. Et vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. C'est comme ça que ça marche.